Bonjour à tous et à toutes, Pascal Bonnefille, Ibowick, et j'ai le plaisir d'interroger aujourd'hui, cet après-midi, on a 20 minutes pétantes, et on a le plaisir d'être avec Katayoun Padaï, qui est la directrice de l'immobilier du groupe SNCF, et le groupe SNCF, c'est un très gros propriétaire foncier et immobilier en France, et avec un sujet, comment réussir la décarbonation, et alors je vois les mots d'un patrimoine foncier historique, disparate et complexe, évidemment les trois adjectifs font tout de suite un petit peu peur. Alors ce patrimoine, qu'est-ce qu'on peut en dire, Katayoun Padaï? Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'un patrimoine qui est très étendu, vous avez raison de le souligner. On est deuxième propriétaire. Ça marche pas, on me fait des signes, est-ce que ça marche mieux? Alors, est-ce que... moi, le mien marche, alors je vais peut-être vous le donner. Il marche pas, celui-là? Bonjour à toutes et à tous, est-ce que ça marche mieux là? Oui, apparemment ça a l'air de marcher. Oui, ça marche. Il s'agit effectivement d'un patrimoine extrêmement étendu puisque nous disposons de 30 000 hectares, 8 millions de mètres carrés de bâtiments, 25 000 bâtiments, plus de 25 000 bâtiments, une moyenne d'âge de plus de 70 ans, donc des bâtiments qui sont quand même assez anciens et parfois des passoires énergétiques et thermiques, Oui. donc avec des enjeux évidemment de décarbonation qui sont fort. colossaux. Donc cet énorme patrimoine extrêmement divers et parfois extrêmement ancien, encore qu'à 70 ans, soit très jeune bien entendu, bon, il n'y a personne de 70 ans dans la salle, quelle stratégie donc vous avez adoptée pour aller vers la décarbonation? C'est quoi vos axes stratégiques majeurs? Alors, on essaye de faire agir plusieurs leviers, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, évidemment. On utilise 4 leviers principalement. D'abord, le levier de la sobriété, en agissant à la fois sur le comportement de nos utilisateurs, mais aussi en agissant sur les équipements des bâtiments, notamment à travers la GTB. On s'est aperçu à travers la mise en œuvre du plan de sobriété l'hiver dernier, par exemple, que sur nos bâtiments sièges à Saint-Denis, 300 000 m², bien, pour réduire la température, il fallait intervenir sur plus de 700 boîtiers. Donc en centralisant la commande, ça nous permettra peut-être oui, de parvenir... Parce que 700, ça fait beaucoup, oui, difficile. Deuxième levier, c'est l'efficacité. L'efficacité énergétique à travers la rénovation, la réhabilitation. Donc c'est toute la question du relamping, par exemple, aussi, puisque pour citer un exemple, je me permets de allez. peut-être quelques oui, exemples. Illustrons voilà, maximum. Pour illustrer, puis vous avez, je crois, derrière sont projetées là, des images. Oui. Sur notre technicentre, par exemple, de Nevers, nous sommes intervenus pour changer les ampoules au sodium. 1640 ampoules, on a changé. Combien? 1640 1640 d'un coup, allez. D'un coup, en LED, et ça nous a permis d'éviter 56 tonnes de CO2 par an, et ça nous a permis surtout de réduire la facture énergétique de plus de moitié. Après, on agit aussi évidemment sur l'albédo, par exemple, à travers cette fameuse peinture blanche sur les toitures qui permettent de réduire... ça marche bien. Ça nous a vraiment permis de réduire, on a constaté, c'est observé sur les sites où nous l'avons mis en place, une réduction de 5 à 6 degrés l'été. Donc ça marche vraiment bien. Tout à fait rien. Voilà. Donc ça, c'est le levier de l'efficacité. Oui. Troisième levier, c'est le levier de la rationalisation du parc. Je vous le disais tout à l'heure, un parc qui est extrêmement éparse et très disparate, très étendu. Le fait de rationaliser, ça nous permet évidemment de faire des économies, puisque le mètre carré qui coûte le moins, c'est le mètre carré que l'on supprime. Ça tombe sous le sens, mais ça va bien aussi en le disant. Et en l'occurrence, par exemple, pour citer aussi un exemple, nous avions un ancien atelier de maintenance. Alors on voit la photo derrière nous. C'était l'atelier qui, à Sotteville-lès-Rouen, dans la banlieue de Rouen, a permis d'accueillir les premières locomotives qu'avait inventées l'ingénieur William Boudicom, parce que je sais que vous êtes passionné d'ingénierie. Oui, et d'histoire aussi. Et d'histoire, voilà. Et donc on avait les locomotives vapeur qui étaient accueillies et entretenues là. Et au fil des années... D'ailleurs, belle construction, intéressant. Absolument. Et donc il nous a semblé utile de maintenir cet atelier, même s'il était désaffecté, puisqu'on n'a plus de locomotives vapeur aujourd'hui. Ah oui, ça fait un petit moment d'ailleurs. Mais on y a regroupé les équipes
donc on l'a transformé en local tertiaire et on y a regroupé les équipes du groupe SNCF qui étaient autrefois réparties sur plus d'une trentaine de sites, 37 sites tout autour. Et donc ça nous a permis de rationaliser évidemment le parc et de céder ou de démolir la trentaine de sites libérés ainsi et de réduire aussi l'empreinte tertiaire. Et on vise une réduction de notre empreinte tertiaire de 30% à l'échelle nationale. Et pardon de poser la question, mais il me semble que souvent il y a un lien, c'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie, mais aussi on propose aux salariés du groupe, je pense, un lieu de vie, un cadre de vie, parce que je vois à l'intérieur, j'ai vu des bureaux SNCF autrefois qui étaient peut-être un petit peu un chouïa moins moderne, on va dire. Oui, je ne citerai pas Zola, mais presque. Là, c'est vrai que ça nous permet, en plus, en faisant de la rationalisation, d'améliorer considérablement le cadre de vie, la qualité de vie des salariés. Donc c'est vraiment, on fait d'une pierre de multiples coups. C'est clair. Et puis le dernier levier, le quatrième levier, au-delà de la rationalisation, c'est évidemment la mutation pour passer de l'usage des énergies fossiles vers l'usage des énergies renouvelables. Et là encore, évidemment, c'est toute la sortie du fuel, le déploiement du photovoltaïque, le raccordement au chauffage urbain. Et pour citer un exemple, et c'est la photo que vous voyez là, c'est les deux technicentres, puisqu'on a technicentre à la fois TER et TGV à Lyon-la-Guillotière. Un technicentre, c'est un lieu où... C'est un lieu où l'on maintient, maintient, mais c'est de l'entretien vraiment très lourd, où on désosse complètement parfois les TGV pour les rénover complètement. Tous les 30 ans à peu près, on a besoin de rénover complètement le matériel roulant. Et donc, on a raccordé ce technicentre au réseau de chaleur urbain mis à disposition par la métropole du Grand Lyon, qui est lui-même basé à 65% sur de la biomasse et donc à partir d'énergie renouvelable, ce qui nous a permis de pouvoir supprimer les 3 chaudières à fioul et ce qui nous a permis d'éviter 700 tonnes de CO2 et accessoirement de réduire la facture énergétique de quasiment 150 000 €, ce qui est rapporté aux millions d'euros d'investissement supplémentaires qu'a nécessité ce projet. Ça vous fait un payback sur 6-7 années, donc c'est quand même assez convenable. Voilà. Alors justement, puisque nous parlons gros sous, il y a quand même une question qui se pose, d'ailleurs qui se pose toujours et à tout niveau et pour tous les propriétaires et tous les autres. Combien ça coûte quand même cette décarbonation ? Alors, pour répondre aux obligations qui nous sont imposées en ce qui concerne le décret tertiaire, donc réduire de 40% nos consommations énergétiques et réduire aussi de 50%, puisque nous avons pris un engagement supplémentaire vis-à-vis de notre actionnaire, l'État, de réduire de 50% notre empreinte carbone pour l'ensemble de nos bâtiments, il nous faudra à peu près dépenser entre 400 et 450 millions d'euros, nous, sur notre patrimoine. Oui. Ce qui n'est effectivement pas une paille, mais ce qui nous permettra quand même... Sur un nombre d'années, parce que quand même... Sur une dizaine d'années. Une dizaine d'années, voilà, puisque c'est quand même ça l'idée. On va étaler ça sur une dizaine d'années, mais ça nous permettra de faire des économies à la clé. Et pour ce faire, pour pouvoir aussi mesurer justement et orienter nos investissements, faire les bons choix d'investissement en intégrant le caractère vertueux de la décarbonation, on a intégré dans nos comités d'engagement le PIC et le CAC, sont nos 2 nouveaux amis. Alors, PIC et CAC. Voilà, PIC et CAC, c'est le prix interne du carbone et le coût d'abattement carbone. Le prix interne du carbone, on l'a fixé d'abord à 60 € la tonne et maintenant à 100 € la tonne. Et ça permet, c'est un nouvel indicateur qui permet de pouvoir mesurer le caractère plus ou moins vertueux des opérations et les comparer les uns par rapport aux autres. Par exemple, sur le technicentre industriel de Saint-Pierre-des-Corps, c'était comme ça que l'idée nous est venue d'introduire cet indicateur. Oui. Au départ, les équipes, en intégrant que la vanne économique proposé de maintenir les chaudières à fioul parce que ça nécessitait de faire quelques millions d'investissements supplémentaires. Et dès lors qu'on a intégré ce prix interne du carbone, ça a permis de favoriser l'autre scénario qui consistait à choisir plutôt à changer. Au fond, le pic, c'est le pic de la réforme aussi. C'est peut-être ça un peu. Exactement. Bon, très bien. Alors, il faut, puisqu'on a parlé d'argent, il y a un des leviers éventuellement pour avoir un peu de sous, c'est de vendre parfois le patrimoine. Mais en vendant ce patrimoine, vous ne faites pas, si j'ose dire, n'importe quoi. Alors, quelles sont, quand vous vendez, quand vous cédez du foncier, quelle est votre stratégie? Quelles sont vos attentes par rapport à cette cession, ces cessions? Vous avez raison, c'est vrai que la décarbonation, c'est aussi un driver très important dans nos opérations de valorisation. Quand on est dans des territoires ruraux, aujourd'hui, la plupart des projets ont comme driver soit la réindustrialisation, ce qui permet là aussi, évidemment, de pouvoir décarboner notre économie,
économie, puisque ça évite d'aller loin pour acheter, faire venir. Voilà, importer à nouveau des produits. C'est ce que nous faisons par exemple sur notre ancienne rotonde de Mont à Charleville-Mézières, où on va accueillir belle des ville, ateliers. allez-y d'ailleurs, c'est la ville de ça. Elle n'est pas très connue, les Ardennes, c'est pas très connu, mais Charleville, c'est très beau. Ville, avec justement un patrimoine historique, un bassin industriel et qui va nous permettre de pouvoir y accueillir les ateliers Vendœuvre, qui sont des fabricants d'équipements lourds de l'industrie nucléaire, justement. Et donc, ça va permettre de réindustrialiser ce qui est bienvenu territoire. dans cette région. Tout à fait. Alors, on le fait en réindustrialisation. On le fait aussi quand il s'agit, dans les territoires ruraux, de pouvoir déployer des projets d'énergie renouvelable, notamment des fermes photovoltaïques, comme on a fait au Mans, Arnage. On le fait aussi à Nouvion-sur-Meuse. Enfin, bon, voilà, on a un certain nombre de territoires. On est toujours dans aussi. les Ardennes, là. Tout à fait. Et à Surdon. Enfin, et on est en train de créer notre filiale SNCF Renouvelable qui va permettre d'aller plus loin encore et de déployer ce type de projet photovoltaïque donc ça, sur nos fonciers. Donc, qui va être spécifiquement dédié au photovoltaïque. D'accord. Absolument. Et puis parce que le groupe SNCF, j'ai omis de le préciser, est quand même le plus gros consommateur d'électricité. On consomme à nous tout seuls 10% de la consommation électrique industrielle. D'accord. Donc on a besoin aussi c'est pas idiot de se gagner dire en autonomie. Voilà, soyons un petit peu autonomes, c'est pas complètement absurde. Exactement. Et alors toujours en termes de valorisation, j'ai évoqué les territoires ruraux. Quand on est en centre urbain dense, en plein cœur des métropoles, pas tout à fait les mêmes là sujets. aussi, on dispose d'un certain nombre de fonciers qui ne sont plus nécessaires aux activités ferroviaires et qu'on peut à ce moment-là valoriser, d'autant que ces fonciers sont souvent situés à proximité des gares, extrêmement bien situés. Et donc en y concentrant les habitations, les logements et l'activité, on va pouvoir faciliter l'accès au transport décarboné. Donc on contribue là aussi à la décarbonation. En cédant ces fonciers, on va réinjecter les produits de cession dans notre mission de service public qui est le transport, donc dans l'offre de mobilité décarbonée. Là aussi, on contribue à la décarbonation. Et puis, dans la plupart de ces projets de valorisation, on va revégétaliser aussi une grande partie du foncier, puisque bien souvent, nos fonciers étaient très largement imperméabilisés, artificialisés, et donc on contribue à l'objectif du zéro artificialisation nette de ce point de vue-là. Et en revégétalisant, on va créer des puits de capture de CO2, et donc on va là aussi contribuer grandement à la décarbonation. Peut-être pour citer un exemple. Ben oui, ça serait bien, parce que alors là, on voit une très jolie perspective. C'est ça. Je me retrouve au milieu des arbres. Là, on est à Paris sur le projet à Hébert, mais je peux vous parler aussi du projet des messageries à côté de la gare de Lyon, où on a sur un foncier de plus de 6 hectares. On va revégétaliser. Donc ça, c'est qui suit les lignes de TGV vers le sud de la France. Voilà, exactement. En fait, on avait un ancien tri postal, mais on n'a plus de tri postal à cet endroit-là. Et donc, on transforme cet ancien tri postal en un nouveau quartier, en un quartier qui va être entièrement piéton. Donc, il n'y a plus du tout de véhicules qui circulera dans le quartier. C'est uniquement dédié aux mobilités douces, pas un seul parking, pas une seule place de stationnement. Bon. Un quartier sur 6 hectares dont la moitié va être végétalisée, 3 hectares, dont 2 hectares en pleine terre. Un parc paysager d'1 hectare. Et puis, sur le reste, on va faire... C'est le 12e arrondissement de Paris, 12e arrondissement, absolument. Sur le reste, nous allons réaliser 600 logements, dont 60% en logement social, 20% en intermédiaire et 20% en accession à la propriété. On va réaliser plus de 40 000 m² d'activités et de bureaux, dont un immeuble messager qui est l'immeuble de bureau en matériaux en bois, en matériaux biosourcés, avec 10 000 m² de panneaux photovoltaïques, raccordement au chauffage urbain, enfin voilà, vraiment un quartier bas carbone. Échéance ? Alors, ça y est, les travaux sont en cours. Ça commence. Vraiment dans l'actu, là. Absolument. Et c'est une opération qui est phasée avec plusieurs lots. Donc, oui, c'est ça. Ça va se faire. Ça va se faire sur plusieurs années. Mais c'est un vrai quartier qui naît à Paris, parce que 6 hectares, tout de même, à ma connaissance, il n'y a pas 50 opérations de cette envergure dans Paris, en tout cas. Tout à fait. Alors, on dispose d'un certain nombre de fonciers dans Paris et dans la plupart des métropoles, donc y compris là où le foncier est quand même assez rare. Oui. Et donc, ça me permet de pouvoir illustrer ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'au fond, si on veut aller plus vite, parce que du foncier, on en a, et donc si on veut répondre plus rapidement
à l'urgence climatique et à la crise du logement sur nos fonciers. De notre point de vue, il faut qu'on arrive à changer le modèle de fabrique urbaine. Oui, ça c'est important. Alors, comment le changer, ce modèle ? Alors, je pense qu'on le voit aujourd'hui à travers ce salon. On est tous en train de contribuer à changer notre modèle de fabriquer la ville à travers à la fois les modes de conception. On parle beaucoup de construction bois, à travers la filière aussi de construction hors site. On voit bien que toute la chaîne industrielle est en train finalement de muter, de se transformer pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de fabrique urbaine. Mais si on veut pouvoir répondre aux défis à la fois climatiques et sociaux, c'est-à-dire sur le foncier, réaliser des opérations de végétalisation et des opérations de logement social, eh bien, il nous faut pouvoir concilier le triptyque social, écologie et économie. Oui. Parce que tant que le prix, tant que la valeur du foncier reposera essentiellement sur sa constructibilité, sur la densité, eh bien, les propriétaires fonciers comme la SNCF ne seront pas toujours incités à vendre à n'importe quel prix. Tant que le prix de sortie des logements sera plafonné, comme c'est parfois le cas à travers certaines chartes promoteurs, mais on voit bien qu'il faut quand même pouvoir trouver la rentabilité suffisante pour le promoteur. Et donc, nous, on milite pour pouvoir intégrer, pour faire changer aussi le modèle de valorisation foncière et intégrer dans le prix du foncier la création de valeur environnementale et sociale. Parce qu'au fond, quand vous faites un espace vert en plein cœur de ville, vous allez créer de la valeur environnementale, mais vous allez créer aussi de la valeur économique qui va essentiellement bénéficier aux propriétaires immobiliers qui sont situés autour de votre espace vert. Et vous allez quand même créer de la valeur économique. On a une étude qui montre qu'on crée 180 millions d'euros de valeur dans un rayon de 1 km autour de cet espace vert d'un hectare. Oui, mais la question étant un peu qui va payer cette valeur Qui va payer cette création de valeur environnementale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, qui va financer la transition écologique. Est-ce que c'est à travers la fiscalité, les propriétaires qui sont situés autour, qui voient la valeur de leurs biens augmenter, qui vont participer à financer une partie du projet? Ils sont contre, mais... A priori, ils seront contre. Est-ce que c'est un fonds qui serait créé un peu sur le principe pollueur-payeur et qui va mettre à contribution ceux qui vont artificialiser, par exemple, des sols, alors qu'on peut venir végétaliser et avoir des opérations plus vertueuses et qui financerait ce type d'opération? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un marché volontaire de quotas de CO2, à l'instar de ce qui se fait à l'échelle de l'Europe sur les industries polluantes et qui va permettre aussi de financer ce type d'opération? Est-ce que ce ne sont pas les institutions bancaires qui pourraient venir aider, financer les collectivités avec des prêts à taux plus avantageux, sachant que la collectivité, elle, son souci, puisqu'elle va percevoir à travers la fiscalité des recettes, mais sur la durée, son souci, c'est de pouvoir sortir. Elle n'a pas la trésorerie suffisante au moment du projet, donc c'est une question de financement. Et puis, ou alors, ça peut être un mix d'ailleurs de toutes ces solutions. Mais en tout cas, il existe des solutions et nous, on milite pour cette transformation du modèle. Ce qui est passionnant dans cette histoire de décarbonation, et le mot est beau, je trouve, moi j'aime bien ce mot de décarbonation, c'est que c'est aussi une manière de défi, on pourrait dire challenge en mauvais français, pour l'ensemble, pour toute la chaîne de l'immobilier, pour tous les acteurs de l'immobilier. C'est qu'en ce moment, on est dans un temps de remise en question, mais aussi de formidables innovations. Et est-ce que pour l'immobilier de la SNCF, c'est pas aussi une formidable chance, cette histoire-là? Absolument. Comme toutes les crises, c'est aussi souvent bien des opportunités à saisir. Et nous, on est fondamentalement convaincus que c'est une période qui va offrir de multiples opportunités à saisir, en commençant par effectivement cette capacité d'innovation qui est vraiment génératrice aussi de beaucoup de choses positives. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Et d'ailleurs, ça renvoie à toute la démarche low-tech que nous avons entrepris avec un certain nombre d'entreprises au sein d'un collectif, BNP Paribas, Groupama Immobilier, etc. Et qui montre bien qu'au fond, en partant de techniques parfois un peu ancestrales, on peut réinventer des techniques
pratiques vraiment très sobres qui permettent d'avoir une approche de la ville qui soit complètement différente. Et comme il nous reste 45 secondes, c'est en rouge devant nous. Hein. Vous ne le voyez pas, mais nous, on a les secondes. Plus que 39, ah oui, c'est maintenant. 38. Et ça explose Attention. au bout de 30 secondes. Après, on a une décharge électrique. Donc, on va s'arrêter. Mais moi, ce que je trouve formidable, Katayoun Padaï, c'est que, on va dire, un patrimoine fatigué. Hein, il était un peu fatigué, eh bien, on peut le moderniser, le décarboner, le rendre utile à la collectivité. Et ça, je trouve que c'est un formidable message pour tous les autres patrimoines. Absolument, c'est un patrimoine fatigué, mais pas fatigant, très stimulant, bien au contraire. Et vous en êtes une preuve vivante. Il nous reste 10 secondes, et donc il nous reste à vous dire grand merci d'être venu cet après-midi avec nous. Merci à vous, merci à vous tous.